Bonjour tout le monde, aujourd'hui on reçoit Johanna, fondatrice de Ouya. Bonjour Johanna. Salut Vianney. Et aujourd'hui donc on va parler de pas mal de choses, on va essayer de ne pas déborder sur l'heure qu'on s'est imparti, mais il y a quand même beaucoup d'actualité. Toi donc tu as lancé Ouya il y a 2 ans, c'est ça ? Tout à fait, enfin j'ai commencé Tu as commencé, ouais. Sur Ouya il y a 2 ans. Ouais. Et là maintenant tu es en pleine campagne sur KissKissBankBank, c'est ça ? Tout à fait. Ah là là, c'est donc un sprint. Un sprint, c'est un peu la consécration en fait de ces 2 ans de travail. Et du coup, j'ai eu l'impression de me préparer pendant 2 ans. Et là, c'est le mois où il faut vraiment tout donner. Donc c'est une expérience assez riche, assez intense. Et en effet, on peut vraiment l'apparenter au sport, quoi. Trop bien. Bon, écoute, on va parler de tout ça en détail. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer de manière peut-être un peu synthétique ce qu'est Ouya ? Alors Ouya, c'est un mascara naturel doté d'une brosse personnalisable et réutilisable avec un système de recharge. Ok, alors ça va pas te surprendre, je suis pas forcément expert en mascara, tu vois. Mais j'imagine que c'est que normalement c'est des brosses qui sont jetables, ou même tout un tube qui est jetable. Tout à fait. Normalement l'intégralité du packaging, il est un petit peu, alors j'appelle ça destiné à usage unique, mais en fait on va l'utiliser pendant 3, 4, 5 mois en fonction de la durée d'utilisation du produit. Et après, une fois que le produit est terminé, on jette l'intégralité du packaging. Ah oui, ouais. C'est vrai qu'il y a une époque où on s'intéresse pas mal juste un peu plus peut-être à la planète et au fait de ne pas tout jeter, ça paraît un peu abusé. Et comment t'es venue l'idée ? Alors en fait, quand on était en confinement, j'ai réalisé des formules de mascara à partir de recettes DIY où en fait je pensais juste que j'allais révolutionner l'industrie des cosmétiques en me disant je n'ai aucune compétence en formulation, mais j'ai vu une vidéo d'une Australienne qui faisait du mascara dans sa cuisine et je me suis dit mais trop cool, je vais faire la même chose. Et en fait, je vais pas te mentir, les résultats étaient pas au rendez-vous. Mais par contre, j'ai fait une découverte. Alors, pour moi, c'était une découverte. Après, plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui le savaient avant moi. Mais en fait, quand je faisais mes formules dans ma cuisine, je réutilisais les brosses de mes anciens mascaras. Alors, j'ai une tendance, comme peut-être beaucoup de personnes, de garder mes anciens mascaras dans un placard, en espérant peut-être qu'un jour, ils vont ressusciter et remarcher. Mais en fait, voilà, j'ai réutilisé pas mal de brosses, je les nettoyais, j'ai essayé beaucoup de formules parce qu'on avait du temps, on était en confinement et c'était fun. Mais c'est parti de ce constat-là où je me suis dit, mais en fait, pourquoi à chaque fois à l'intérieur d'un mascara, il y a une brosse alors qu'elle est en fait réutilisable. Ouais. Donc voilà, et donc c'est parti de là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire et ça n'existait pas sur le marché, donc j'ai eu beaucoup de mal pour trouver des partenaires, que ce soit un laboratoire ou des fournisseurs. Quand je leur pitchais l'idée de réutilisation de la brosse, ils me disaient mais en fait pourquoi faire ? Parce que généralement il y a toujours une brosse à l'intérieur, donc autant la jeter. Oui, et puis en plus on peut se dire que ça les intéresse pas tellement parce que forcément eux ils vont moins produire que s'ils devaient fournir finalement à chaque fois, quoi. Ça c'est tout à fait. C'est un truc de fou. Mais c'est marrant, le confinement, j'ai l'impression que ça a donné lieu à la naissance de plein de boîtes en fait, parce que on avait tous, tu vois, du temps à y consacrer. Ça c'est Exactement. C'est cool. Ouais. Et toi, tu n'as pas d'associé, tu montes Ouya toute seule. Complètement, ouais. Ça c'est super courageux. Alors c'est courageux, à la fois c'est chouette parce qu'en fait je peux gérer mon temps comme je le veux. Moi j'aime bien travailler la nuit et me lever tard. Et en fait je me dis peut-être que si j'avais quelqu'un avec moi dans le projet, je devrais avoir des horaires, vraiment me lever le matin, et c'est quelque chose qui est encore difficile pour moi aujourd'hui. Donc ouais, j'ai décidé de lancer Ouya toute seule, d'entreprendre seule, et j'avoue que des fois c'est vraiment pas facile, que je suis très souvent confrontée à moi-même, mon cerveau, et pour vraiment ne pas craquer et se dire mais en fait j'arrête tout parce que c'est pas possible, et sachant que je me suis prise un nombre de portes incalculable au début, juste le fait de persévérer, de se dire en fait je vais le faire pendant les 2 ans. Aujourd'hui je t'en parle et je me dis voilà, je l'ai fait, mais c'est vrai que c'était beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, beaucoup de challenges, et ça demande vraiment
de la résilience et de la motivation. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment le... Tu vois, je me rends compte en ayant des associés, c'est pas forcément facile parce qu'on se prend évidemment des portes et des murs partout parce que c'est de toute façon comme ça que l'entrepreneuriat fonctionne. Tout à fait. Mais l'intérêt d'être plusieurs, c'est qu'on peut tu vois, quand toi t'as un coup de mou, tu peux aller voir l'autre et puis lui il va te mettre une petite tape sur le dos et te dire allez ça va aller et tout. Toi tu dois faire ça toute seule, c'est vraiment c'est courageux, tu vois. Merci. Je suis assez admiratif. Merci. Et du coup, ok, donc t'as eu cette idée et tout, t'as attaqué. Comment est-ce que t'es passé de l'étape que tu me décrivais où tu testais un peu des formules dans ta cuisine à ça y est, j'ai un truc qui est fonctionnel et qui potentiellement pourrait être mis sur le marché, tu vois. C'était quoi en gros les grandes étapes pour aller vers ça? Ouais. Alors, il faut que je me remémore parce qu'on a eu tellement, mais en fait, déjà, comme le packaging n'existait pas et que créer un moule d'un packaging pour les cosmétiques, ça coûte extrêmement cher, j'ai dû penser à une solution de comment on pourrait adapter déjà des packagings existants. Enfin, j'allais pas recréer la forme du mascara, voilà. Donc déjà, il y a eu tout un processus de réflexion de comment on pourrait avoir un mascara, une recharge, comment on pourrait conserver la recharge. Alors je suis partie dans des... parce que moi j'ai aucune expérience en développement produit, donc j'ai pensé à des choses irréalisables. Au départ je pensais que le petit bouchon pour protéger la formule à l'intérieur de la flaconnette recharge, on pourrait le faire en verre, en liège, parce que la flaconnette est en verre, donc du coup je me disais un peu comme une bouteille de vin, on pourrait mettre un petit bouchon en liège, puis finalement dans la formule il y a de l'eau, enfin ça aurait altéré avec la formule, enfin bref, il y a eu beaucoup de choses au niveau du développement du packaging qui ont été très challengeants. Et ça, du coup, pour faire ça, tu discutais avec des éventuels fournisseurs, des personnes qui auraient pu le faire pour toi et tout, quoi. Tout à fait. J'ai pris mon téléphone, mon ordinateur et j'ai cherché tous les fournisseurs possibles et inimaginables. Alors au départ, c'était vraiment une recherche centrée sur le monde entier. Je parle très très bien anglais, donc c'était chouette de pouvoir échanger avec des fournisseurs qui étaient aux États-Unis, aux États-Unis, ils sont très très forts en cosmétiques naturels, ils sont un petit peu dans le futur. Oui, ils sont en avance. Donc j'ai un petit peu contacté plein de personnes et ce qui était chouette, c'est que à chaque fois que je contactais une personne, que ce soit un fournisseur ou quelqu'un qui travaille dans l'industrie, par rapport à nos échanges, j'avais toujours un contact supplémentaire en me disant bah attendez, je pense à cette personne qui pourrait peut-être vous aider, à qui vous pourriez pitcher l'idée et il pourrait peut-être vous orienter vers des fournisseurs de packs ou peut-être vous orienter vers des laboratoires. Donc voilà, donc j'ai vraiment créé mon réseau en partant d'une première personne que j'ai appelée et où j'ai expliqué. C'est génial. C'était très cool. Et donc, du coup, il y a eu cette partie développement packaging. Et ensuite, bon, j'étais bien consciente que mes compétences en formulation n'allaient pas créer le mascara du futur. Du coup, donc là, je me suis rapprochée d'un laboratoire. Et c'est là où je me suis dit, en fait, si je crée ce projet, c'est avec des valeurs bien précises. Donc, j'ai vraiment envie de faire du Made in France. J'ai envie de faire voilà, quelque chose à échelle, ne pas sortir de l'Europe pour ne pas avoir trop d'impact. Ouais. Et voilà, donc du coup j'ai réussi à trouver de fil en aiguille mes fournisseurs, mais c'est vraiment grâce aux personnes que j'allais chercher. Genre, je leur demandais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous avez un contact? Qu'est-ce que vous en pensez? Et alors en fait, ce qui était dur à ce moment-là, c'est qu'il y avait des personnes qui me disaient ok, l'idée elle est cool, vous avez l'air jeune, dynamique, ça a l'air, ça a peut-être marché. Et puis il y a d'autres personnes qui me disaient mais en fait, votre idée... Enfin, si elle était viable, mais des gens l'auraient déjà fait, un grand groupe l'aurait déjà fait, donc du coup, perdez pas votre temps et faites autre chose, quoi. Donc du coup, dans mon esprit, je me disais, mais oh là là, est-ce que je fais vraiment le bon choix de me lancer dans ce projet? Et puis finalement, je me suis dit, mais je vais aller au bout. Et c'est dur, parce que face à ce genre de remarques et de critiques, en plus de personnes qui forcément sont du secteur, faut avoir vraiment une assurance et une confiance... presque un peu de folie dans le projet pour se dire mais je m'en fous, je continue et puis si c'est pas eux, tout à fait. Ce sera d'autres, quoi. Ah ouais, hyper compliqué. Et surtout en fait ce qui me faisait douter, c'est que je venais de terminer mes études, je sortais tout juste de mon stage de fin d'études
Et je voyais mes potes qui trouvaient des CDI, des super postes, etc. etc. Qui payé 75K direct, tu te dis, qu'est-ce que je fais Moi j'étais au RSA et je me disais, bon, j'avais quand même la chance d'être chez mes parents parce qu'on était en confinement. Donc je me disais, ok, tant qu'on est en confinement, c'est parti, je le fais parce que de toute façon, j'avais pas envie de chercher de travail en France. Moi j'ai fait la plupart de mes études et de mes expériences à l'international et je me disais, bon, je vais profiter de ce moment un petit peu hors du temps pour pouvoir créer quelque chose et essayer de développer ce projet de A à Z. Et donc du coup, j'ai fini par trouver un laboratoire partenaire qui m'a dit, ok, votre concept, donc déjà, il y a le côté personnalisable, donc il y a 3 brosses. Et en fait, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, mais normalement, un mascara, c'est une formule, 3 brosses. Et moi, je leur avais dit, oui, je suis d'accord, mais quand dans ma cuisine, je faisais mes petits tests et que j'utilisais telle brosse de telle marque qui avait telle forme, j'avais un résultat qui était différent, en fait, d'un autre résultat avec une autre brosse. Et donc, je leur disais, moi, je suis pas d'accord, le mascara, c'est pas universel, on devrait vraiment proposer plusieurs brosses pour plusieurs résultats différents et pour plusieurs morphologies de style. Et du coup, pour trouver un laboratoire qui me dise, ok, alors on va formuler une formule pour 3 brosses, c'est vraiment du jamais vu. Parce que les labos dans ce secteur, ils vont te faire à la fois j'ai pas le terme technique, mais le produit, la formule. La formule exactement, ouais. et le flacon et les brosses, ils te font tout quoi. Alors en fait, t'as plusieurs, les laboratoires, ils ont plusieurs offres. T'as une offre déjà qui s'appelle la marque blanche, la formule blanche, donc tu peux acheter une formule qui appartient au laboratoire, tu peux faire quelques petits changements, mettre ton logo dessus, tu le mets dans ton packaging. En fait, tu marketes leurs produits quand tu fais ça. Exactement, sauf que pour un mascara, le mascara c'est vraiment pour moi un produit qui est très complexe, parce que du coup c'est la synergie entre le contenant et le contenu, et du coup la formule doit être vraiment en pleine synergie avec la brosse. Tu peux pas juste prendre une brosse lambda et appliquer une formule. Alors tu peux, mais pour que ce soit optimisé, vraiment il faut que la formule soit développée pour la brosse. Et donc en fait, là où je veux en venir, c'est qu'il y a des laboratoires qui vont te proposer de vraiment te trouver le pack, enfin vraiment tu les payes et ils te trouvent le pack, la formule, hop, et tout est fait conditionné. Mais moi je voulais juste trouver un laboratoire qui me formule la formule du mascara Ouya. Et moi de mon côté je me chargeais de trouver ce packaging qui était atypique. Ok, ouais. Donc, en fait t'allais beaucoup plus loin que la marque blanche et mais bon, ce qui est le vrai sens de créer ta boîte, je pense, sinon c'est un peu du dropshipping quoi. c'est une forme. Après il y en a qui fonctionnent très très bien comme ça et tu vois, pour des marques d'autres produits où la formule ne doit pas en fait le contenant, le packaging ne doit pas avoir un impact sur la formule, comme un shampoing, un déodorant, ça peut fonctionner. Mais là pour le mascara, pour moi je me disais, en fait là l'intérêt de Ouya c'est de pouvoir réutiliser sa brosse. Si l'utilisateur ou l'utilisatrice se dit mais en fait ce mascara il est nul, il va le jeter, et en fait ça aura aucun intérêt d'avoir créé un mascara avec une brosse réutilisable. Oui, c'est clair. Donc, du coup, pour moi, la performance, c'était, je veux que le mascara Ouya soit vraiment performant. Donc du coup, il y a eu ça. Et donc j'ai trouvé mon laboratoire, sauf que quand j'ai contacté le laboratoire, ils m'ont dit, ok, vous voulez partir avec de la R&D, on va vous envoyer un rétro-planning. Et là, j'ai découvert comment on crée un produit cosmétique. Donc il y a toute une phase de développement, de tests produits, des allers-retours. Et après, il y a toute une phase de tests réglementaires et des tests cliniques pour ma part, parce que du coup, j'ai intégré des actifs qui font que ça booste la pousse des cils, que c'est un mascara 2 en 1, à la fois soin et à la fois un produit de maquillage. Et donc du coup, le rétro-planning était super long. Et je me disais, ok, bon, je me lance dans ce projet-là. Je viens de terminer mes études. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour avoir un apport financier, parce que déjà c'est très coûteux. Ouais. Donc j'avais déjà des économies. Oui, parce que le R&D ils le font pas bénévolement pour toi, quoi, j'imagine. Non. non. Alors ce qui est bien, c'est que du coup je paye au fur et à mesure. J'ai pas vraiment investi
tout d'un coup, mais vraiment à chaque étape du développement produit, voilà, il y a, dès qu'une étape est validée, il y a un paiement, il y a une facture que je reçois à chaque fois, et voilà. Et du coup, il y a aussi des coûts qui s'ajoutent parce que des fois, le développement ne se passe pas comme prévu, il y a des soucis, il y a des délais supplémentaires, il y a des allers-retours supplémentaires, et voilà. Donc du coup, il y a eu cette partie-là, donc trouver un laboratoire partenaire, une fois que j'avais identifié le packaging que j'allais utiliser. Et après, donc, je me suis mise à chercher un CDD pendant 1 an, où je me suis dit, il faut que je travaille pendant 1 an pour pouvoir avoir un apport... Pour financer donc tout ce tâche de R&D. Continuer à financer, tout à fait. Ok. Et donc du coup, j'ai mené une double vie pendant 1 an, où j'ai travaillé en parallèle de développer Ouya, donc j'étais... chargée de projet web marketing dans une entreprise à Paris. Ok. Et la nuit et le week-end, je développais Ouya. C'est génial. Là vraiment, t'as fait un effort en fait énorme pour ton projet, quoi. C'est vraiment top. Parce que l'idée, toi, c'est que tu vois, souvent on va voir des produits où en fait tu peux commencer un peu à aller sur le marché pour tester ton produit avant d'avoir fait une grosse phase de R&D, ou alors tu arrives à faire une petite phase de R&D et après direct tu peux commencer un peu à tester, à vendre à quelques personnes, tu vois. Toi, donc tu l'as pas fait, tu as attendu la fin complète du R&D pour commencer à tester le marché. Alors non, c'est une étape que j'ai oubliée, c'est que quand j'ai fait ma découverte de brosses réutilisables, je me suis dit ok, je vais faire une étude de marché et demander si les personnes réutilisent déjà la brosse de leur mascara. Ouais. Donc en fait, j'ai créé un Google Form, j'ai commencé par sonder mon cercle proche. Ensuite, j'ai demandé un petit peu d'étendre en demandant de personne en personne de renvoyer ce questionnaire. Et en fait, j'ai touché plus de 2500 personnes avec ce questionnaire-là. Ah oui, ouais. Donc, j'ai eu des super insights. Et du coup, en fait, 1 personne sur 2, sur ces 2500 personnes, dit avoir déjà réutilisé la brosse de son mascara. Ok. Et en fait, c'est génial. Et donc je me suis dit, mais il y a trop quelque chose à faire. J'ai même pas besoin d'éduquer les gens sur le fait que la brosse est réutilisable. Les gens le font déjà. Alors, soit c'est pour faire des mix entre les mascaras, soit c'est pour brosser ses sourcils ou rebrosser ses cils ou appliquer du soin. Enfin, vraiment, il y a plein d'utilités différentes, d'utilisations différentes avec ce packaging-là. Et du coup, en fait, quand j'ai demandé... aux 50% restants, pourquoi vous ne l'avez jamais utilisé? Moi, j'en faisais partie avant. Je jetais toujours mon packaging de mascara ou alors je le gardais dans mon placard. Et en fait, les 50% restants m'ont dit, mais en fait, moi, j'y ai jamais pensé parce que quand on rachète un nouveau mascara, il y a toujours une nouvelle brosse à l'intérieur. Donc pourquoi la garder? Et ensuite, donc, j'avais mis un petit encart en disant, voilà, décrivez-moi un petit peu le mascara de vos rêves. Et dans cet encart-là, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais l'idée est géniale en fait. C'est vrai que la brosse d'un mascara, l'utilisation de cette brosse-là, elle est très délicate. On applique sur nos cils avec une gestuelle qui est tellement douce et tellement... Oui, ouais. Tu peux pas l'abîmer, quoi. Tu peux pas l'abîmer. Et en fait, les brosses de mascara, elles sont soit faites en fibre de nylon, soit en silicone. Du coup, c'est des matériaux qui sont très résistants. Et voilà. Donc on peut les réutiliser. Et donc, c'est là où j'ai commencé à tester le marché. Et je me suis dit, en fait, il y a quelque chose parce qu'on est de plus en plus sensibilisé sur l'impact qu'on a avec les cosmétiques. Surtout dans la salle de bain, il y a énormément de produits avec des packaging, entre guillemets, à usage unique. Et c'est là où je me suis dit, en fait, le mascara, on pense généralement au shampoing, au déodorant, au savon, enfin, il y a plein de choses qui sont faites. Mais par contre, pour le maquillage, c'est vraiment pas quelque chose... Moi, j'étais pas encore passée au mascara naturel, alors que je suis passée à plein de produits naturels dans ma salle de bain avant de lancer Ouya. Voilà, là tu l'as. Ouais. Et ok, c'est énorme. En plus, c'est vrai que tu as eu beaucoup de participants, donc forcément, ça te donne, ça conforte le fait que l'intuition était bonne. Et après, ces gens-là, j'imagine que ça doit être finalement la base de communauté que tu as pu contacter pour lancer ta campagne sur KissKissBankBank. Tout à fait. Alors en fait, j'ai créé un compte Instagram très très tôt. Et je pense que j'aurais dû le faire encore plus tôt si c'était à refaire. Et du coup, ces personnes-là, donc dans mon questionnaire, il y avait
à la fin, il y avait une petite mention qui disait bah voilà, si vous voulez suivre l'aventure et l'avancée du développement du produit, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Et du coup, c'est comme ça que j'ai créé une communauté. Et en effet, les premières personnes qui ont soutenu le projet sur KissKissBankBank, ce sont les premières personnes qui ont répondu à ce questionnaire, donc c'est assez incroyable. Ah ouais, trop bien, la communauté c'est tellement puissant, surtout pour une marque engagée en fait, c'est vraiment... Tu vois, on en parlait avec Thibaut de Papa Outan, notamment sur les sujets de financement. Ouais. Lui, il a fait sa levée de fonds avec les gens de sa communauté en fait, qui le suivent depuis le début. Et il leur a dit, bah voilà, on lève des fonds, venez, et t'as plein de gens qui ont participé, quoi. C'est génial. C'est trop bien. Ah non, mais c'est génial. Bon, du coup, on va parler un peu de KissKissBankBank. Ouais. Donc là, t'es en pleine campagne, ça doit faire une semaine là, à peu près que t'as commencé. Ouais, ça fait une dizaine de jours. Moi, je suis allé voir hier, j'ai vu que t'avais déjà dépassé ton objectif, donc ça, c'est trop cool. C'est Mais génial. bon, j'imagine que forcément, plus tu vas aller loin, plus ça va te permettre de faire avancer le projet. Donc là, clairement, faut pas que tu t'arrêtes. Non. En gros, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que pour toi, c'est un peu l'achèvement d'un cycle de préparation et le commencement en même temps d'un cycle plutôt de développement et d'entrée sur le marché. Je sais pas si ça te semble correct de dire ça comme ça. Si, bah, en fait, là, c'est vraiment la dernière étape avant de pouvoir produire et avoir le produit fini après 2 ans, quoi. Donc, complètement, c'est vraiment... Et l'idée, c'est que, si je dis pas de bêtises, je suis pas, je suis allé voir un petit peu ta campagne, mais c'est vrai que je vais peut-être pas passer énormément de temps non plus. Les gens qui contribuent, donc ils ont des produits en contrepartie. En fait, c'est un peu comme une précommande, c'est ça ? Exactement, c'est vraiment le système des plateformes donc comme KissKissBankBank où en fait on peut choisir le montant qu'on veut donner pour participer au projet et en fait en retour on a ce qu'on appelle des contreparties, donc des contreparties avec différents paliers de prix, différentes quantités en termes de mascara et de recharge, donc il y a cette possibilité là, il y a la possibilité aussi de faire des dons libres. Et en fait, moi, j'ai été super surprise du soutien que j'ai obtenu de personnes, alors vraiment pour le coup, qui font pas partie de ma communauté sur Instagram, parce que généralement, les personnes qui participent m'envoient un petit message en me disant voilà, je viens de participer sous tel pseudo si jamais j'arrive pas à reconnaître le nom. Mais je les remercie aujourd'hui, ces personnes, mais il y a des personnes qui ne font pas partie de ma communauté, que je ne connais pas, que j'ai essayé de chercher sur LinkedIn, mais je les ai pas trouvées. Et je ne sais pas comment ces personnes sont arrivées sur ma page de campagne, parce que je ne fais même pas de publicité, je suis entièrement en organique, donc peut-être que c'est à travers de différents réseaux sociaux entre Instagram, TikTok, LinkedIn, mais j'ai reçu des dons sans précommande. Et des dons de personnes que tu connais pas, c'est vraiment incroyable, parce que c'est vrai que la précommande on comprend, tu vois, les gens voient leur intérêt et tout, mais là c'est vraiment désintéressé quoi, quelque part. Complètement, et surtout on parle en centaines d'euros, c'est pas un don de 10 euros, c'est vraiment exceptionnel, et alors en fait ça c'est vraiment... c'est la campagne de crowdfunding, on dit toujours l'entrepreneuriat c'est les montagnes russes. Alors la campagne, c'est vraiment le sentiment qu'on a quand on entreprend pendant 2 ans, mais fois 1 million, parce qu'on se réveille le matin, on se dit... À la fois dans les hauts et les bas ? Ah ouais, parce qu'on se réveille, on se dit bon, on check la page de campagne, on se dit oh non, il n'y a pas eu de nouvelle précommande, mais c'est normal, les gens dorment la nuit, et en fait on se dit bon ok, comment on va faire aujourd'hui pour essayer d'en parler encore à encore plus de monde et de pouvoir collecter encore plus d'argent pour pouvoir financer la première production. Et du coup, tous les jours, je me dis, je me couche et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Je me suis levée ce matin, il n'y avait pas de nouvelles précommandes. J'ai discuté avec une trentaine de personnes dans la journée et il s'est passé tellement de choses. Et même, tu vois, quand toi, tu m'as contactée, je me suis dit, oh là là, mais tout va trop vite. Et c'est vraiment des opportunités qui sont incroyables. Ouais, en fait, t'as à la fois le côté où ce que disait Thibaut, tous les jours tu te lèves, tu te dis ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour que ça marche, et en même temps à la fin de la journée tu te rends compte que ça a porté des fruits que t'avais même pas forcément soupçonné quoi. Exactement, et surtout en étant toute seule, c'est très 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 frustrant parce que je me dis ok, il faut que je fasse ça, du LinkedIn, du Instagram, du TikTok, que je crée de la vidéo, que je l'édite, en même temps que je remercie mes premiers contributeurs ou mes contributeurs du jour, mais j'ai oublié de contacter cette personne. Enfin, il y a plein de choses dans ma tête où je me dis ah mais comment je vais faire,
Et du coup, en plus, donc, le plus tu communiques, le plus tu as d'engagement. Alors, en fait, c'est vraiment... c'est génial. Mais il y a des fois où je me pose et je me dis, mais comment je vais arriver à tout gérer? J'ai besoin de 15 personnes pour m'aider. Et finalement, je le fais seule et ça prend du temps et c'est frustrant parce que vraiment, je tiens à chaque fois à remercier chaque personne personnellement parce que chaque personne qui me soutient, je pense que ces personnes-là ne se rendent pas compte de l'impact qu'elles ont sur ma motivation, sur mon mood dans la journée. Vraiment, dès que j'ai une précommande ou ne serait-ce qu'un message, mais ma motivation, elle est boostée un petit peu comme, tu sais, dans Mario Kart, quand tu prends l'étoile ou le champignon et t'es en mode ouh, et bah c'est exactement ça, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui. Donc là c'est Mario Kart pendant un mois. C'est Mario Kart pendant un mois, ça ne s'arrête pas et surtout voilà, je me dis c'est maintenant qu'il faut tout donner et j'ai pas envie d'avoir de regrets. J'ai développé Ouya vraiment pour ne jamais avoir de regrets et de me dire j'aurais tout essayé. Et là pour la campagne de crowdfunding c'est du 300% et puis je dormirai plus tard quoi. Oui, clairement, on aura le temps de se reposer après tout ça. Et là, du coup, depuis le début, est-ce que tu as déjà un peu un recul sur les initiatives qui ont bien marché pour toi? Les initiatives qui ont bien marché, alors je pense c'est d'avoir vraiment amorcé une communauté dès le départ. Donc avant de lancer, du coup? Avant de lancer, expliquer qu'est-ce qu'une campagne de crowdfunding, parce que c'est vrai que pour nous, en tant que porteurs de projet, en tant qu'entrepreneurs, on se dit bah en fait on va lancer et puis les gens ils vont précommander, c'est logique. Comme quand peut-être on lance un site internet et qu'on se dit bon bah c'est le moment, maintenant il va y avoir 500 000 personnes sur le site. Et non. Voilà. Et en fait ce qui est important dans une campagne, c'est de vraiment atteindre son objectif le plus rapidement possible. Et ça, j'avais contacté plein d'entrepreneurs et ils me l'avaient répété en me disant c'est vraiment important d'atteindre son objectif pour que, en fait, quand tu atteins ton objectif, c'est que le projet est viable et financé. Et ensuite, bah, toutes les participations supplémentaires, ce sera que du bonus pour aller encore plus loin. Et cet objectif de projet financé au début, il correspond en gros au BFR que tu dois avoir pour lancer ta première production? Tout à fait, une partie. Alors après, j'ai encore un apport perso, après je pourrais avoir recours à un emprunt bancaire, enfin il y a plein de solutions, mais voilà, c'était vraiment le minimum dont j'avais besoin aujourd'hui, ce qui me manquait pour pouvoir vraiment amorcer cette production. Et ensuite, bah, toutes les contributions supplémentaires en fait me permettent d'avoir encore plus de sous pour pouvoir financer peut-être l'intégralité de la production. Et après, les paliers supplémentaires, c'est pour pouvoir continuer à développer Ouya avec d'autres produits, d'autres couleurs, pouvoir diversifier toute la gamme. Donc c'est vraiment hyper important de continuer à contribuer, même si l'objectif est atteint dès les premières heures après le lancement. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc la communauté à fond. J'ai vu que tu es hyper active aussi sur LinkedIn. Ouais. Ça marche, ça, tu penses, pour ta campagne? Après, c'est peut-être difficile à mesurer, mais... Je pense que ça marche. Alors, il y a des liens qui sont traqués. Ouais. Donc, c'est chouette parce que je peux voir un petit peu ce qui fonctionne moins. Mais je pense très fortement que les dons que j'ai reçus sont issus de LinkedIn. Parce que vraiment toutes les personnes qui ont contribué de ma communauté, que ce soit Instagram ou TikTok, m'écrivent. LinkedIn, c'est un petit peu différent. En tout cas, ça fonctionne pour la campagne. Je pense que oui. Et surtout, ça fonctionne pour l'après-campagne avec du coup des revendeurs qui commencent à me contacter. Donc ça me donne de la visibilité. Et surtout que la vidéo a été repartagée plein de fois, donc vraiment je pense que ça peut être que bénéfique. Ouais, c'est sûr, et puis surtout que, tu sais, souvent on voit sur LinkedIn des gens qui disent qui parlent un peu d'une partition qu'il y aurait entre le fait que LinkedIn c'est un réseau professionnel et il faut parler que de trucs business, mais en l'occurrence ton produit il peut intéresser finalement la moitié des utilisateurs de LinkedIn. Tout à fait. Donc quelqu'un qui le voit dans le contexte de son taf, si on peut dire, pourrait très bien quand même être tenté de l'acheter à titre perso. Donc tout à fait. Clairement, c'est vrai que c'est un support de visibilité qui est pas mal. J'ai vu que tu es sur TikTok aussi. Ouais. Ça se passe bien? C'est incroyable. Alors TikTok, je pense que je comprends rien. Je ne comprends pas le fonctionnement. Mais par contre, c'est assez exceptionnel parce qu'en fait, j'ai testé TikTok
La traction sur Instagram en organique, elle est très compliquée. Ouais. Ça fait vraiment plus d'1 an que je poste très, 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 très régulièrement. Et le nombre d'abonnés croît de manière constante. Mais c'est plus compliqué que TikTok. Et en fait, TikTok, c'est un peu... je fais des tests. J'ai fait des tests, du moins quand j'avais pas encore le produit et que j'avais juste les prototypes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une vidéo. Donc j'ai eu 2 vidéos qui sont devenues virales. Il y en a une à plus de 300 000 vues et une à plus de 700 000. Ok, ouais. Donc assez incroyable. Et en fait, c'était hyper frustrant parce que les commentaires, c'était où est-ce que je peux le commander, où est-ce que c'est disponible, alors que c'était vraiment en phase de prototypage. Ah oui, ça a dû te déchirer le cœur, ça. C'était très très frustrant. Après, je me suis dit, c'est très cool, ça veut dire que j'ai de nouveau une validation marché. Ouais. Et en fait, la petite anecdote TikTok, c'est que donc je suis toute seule. J'ai longuement hésité à recruter stagiaires et alternants qui pourraient m'épauler sur le projet. Et du coup, il y a eu un moment où je me suis dit, peut-être que je devrais recruter. Après, je travaillais en parallèle, donc je sais pas si c'était techniquement possible, mais je me disais, ok, je vais terminer mon contrat. En termes de management, tu veux dire ? Tout à fait, parce que pour moi, manager quelqu'un, c'est vraiment être là au quotidien et pouvoir lui transmettre un maximum de choses. Et donc en fait, je me disais, bon, peut-être que si je termine mon contrat en juillet, en septembre, de base, je voulais lancer la campagne de crowdfunding en septembre, mais il y a toujours des péripéties qui font que voilà. Et du coup, je me disais, peut-être que pour la campagne de crowdfunding, ce serait super cool d'avoir quelqu'un. Donc, il y a une vidéo qui devient virale. Il y a une personne qui commente bonjour, je suis à la recherche qui me demande est-ce que vous seriez pas à la recherche de stagiaires ou alternants. Et en fait, moi, je lui réponds, bah si, en septembre, je serai à la recherche d'une équipe. Du coup, je t'invite à me contacter sur Instagram parce que je crois qu'il n'y avait même pas encore les DM sur TikTok. Enfin, j'ai toujours pas compris comment on discutait avec des gens sur TikTok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son commentaire a été liké, je pense, 500 fois. Et j'ai reçu 152 candidatures. Mais non. Ouais, sur Instagram avec des CV, des lettres de motivation, des voice notes. Vraiment, c'était la incroyable. Panique. Ah ouais, c'était ingérable et c'était à la fois dingue parce que c'était vraiment des profils divers et variés. Il y avait à la fois du business development, à la fois du marketing, à la fois de la communication, à la fois du développement produit, de la formulation. Donc là, du coup, j'ai redirigé ces personnes vers mon laboratoire. Mais c'était assez exceptionnel. C'est trop bien. Le jour où tu veux recruter, tu fais une vidéo TikTok et terminé, quoi. Bah, en fait, c'est pas que j'ai fait une vidéo où je demandais, où je proposais un post. C'est vraiment une vidéo qui est devenue virale, qui a été vue par des milliers de personnes. Et dans ces milliers de personnes, il y a des personnes qui cherchaient un stage ou une alternance et du coup qui m'ont contactée. Bon, malheureusement, j'ai pas donné suite à toutes ces candidatures parce que j'ai pas recruté de personne. Je m'en sentais pas capable vis-à-vis de la situation avec ma double vie, puis ensuite la préparation. Mais voilà, c'est un peu une expérience hors du commun avec TikTok parce que j'ai trouvé peut-être des futurs collaborateurs juste à l'aide d'une vidéo que j'ai montée. Alors en plus, généralement, TikTok, c'est les vidéos où tu passes 10 minutes à faire un montage, un montage très simple où tu te dis ok, je vais associer 5 vidéos ensemble, je vais mettre une petite musique trendy, et hop, ça part. Je poste, j'oublie TikTok et d'un coup ton téléphone il explose quoi. Donc, là t'as l'avalanche de notifs. Exactement. Énorme. Exactement. Incroyable. Bon bah bravo pour ça. Merci. Et pour finir un peu sur KissKissBankBank, est-ce que t'as tenté des trucs qui n'ont pas trop marché, tu vois, genre je sais pas, tu pensais en allant voir tel ou tel média ou je sais pas quoi, des trucs qui n'ont pas fait finalement. Bah alors ouais, les médias c'est en cours de discussion, donc pour le moment j'ai eu une demi-réponse positive, donc je sais pas si ça va aboutir, mais c'est vrai que je table plutôt sur les réseaux sociaux que sur les médias. Alors je les ai contactés, j'espère qu'ils vont me répondre, mais voilà, pour le moment c'est vraiment la partie où je me dis je me concentre plutôt sur la création de contenu où finalement ça fonctionne aujourd'hui et comme je t'ai dit, j'ai pas du tout investi en ads, donc tout le trafic il est organique, complètement. Et ensuite, les médias, ce serait un énorme bonus, mais pour le moment, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien, quoi. À voir ouais. Plus tard. Ils se mordront les doigts de ne pas avoir accueilli la boîte qui est en train
en train de casser KissKissBankBank. J'espère. Et ensuite, alors une fois que cette campagne sera terminée, quels sont tes plans toi pour la suite du développement? Parce que là tu vas avoir des fonds donc, qui vont te permettre de financer ta première production. Et puis j'imagine que tu vas vouloir continuer à mettre en place d'autres choses, quoi. Alors ouais, le next step, c'est du coup la première production, réception du stock, livraison de tous les contributeurs qui ont participé à la campagne de crowdfunding. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir développer Ouya, alors à la fois au travers de mon site e-commerce, avec la mise en place d'une plateforme où on pourra donc commander le mascara et la recharge. Il y a aussi tout un système d'abonnement qui va être mis en place parce que c'est tout l'intérêt de pouvoir réutiliser la brosse pendant des années avec des flacons recharge. Et ensuite, il y a le développement en retail avec du coup... je vais chercher plusieurs revendeurs pour pouvoir commercialiser Ouya et avoir des flacons, des testeurs en fait en magasin. Alors même si le mascara, c'est pas un produit qu'on teste généralement, tu vois, c'est pas comme du parfum où tu vas juste pchiter et tu vas dire ok, j'aime ou j'aime pas. Généralement le mascara, tu vas pas essayer le mascara que tout le monde a essayé en magasin. Mais par contre c'est chouette de pouvoir voir en fait comment... l'ergonomie au niveau du packaging et surtout les différentes formes de brosses. Alors j'essaie vraiment de le montrer que ce soit en photo, en vidéo, sur les écrans, mais c'est vrai que c'est chouette de le voir en vrai, quoi. Ouais, c'est toujours, c'est des choses que tu dois visualiser, sinon tu te rends pas tellement compte de ce que ça apporte. Tout à fait. Ça c'est clair. Ouais, donc ça fait un joli programme pour la suite. Surtout que c'est des challenges très différents parce que ton site de e-commerce, tu peux T'as évidemment plein de sujets de stock et tout. La distribution, c'est encore d'autres sujets où tu dois te plier forcément un peu à des cahiers des charges et tout. Donc tout à fait. Là, ça va être un programme assez costaud. Et là, tu veux peut-être recruter du monde ou complètement. Ce genre de choses pour tenir tout ça. Ouais, ça serait en 2023. Là, je pense que je vais terminer 2022 avec la campagne de crowdfunding et vraiment pouvoir... terminer en douceur, pouvoir un petit peu me reposer si possible après la campagne de crowdfunding et non pas enchaîner directement. Et ensuite, début 2023, avec la production et du coup les premières livraisons et les premiers démarchages, en effet, ce serait hyper intéressant d'avoir une équipe pour pouvoir continuer à développer Ouya, non plus en étant seul, mais en étant plusieurs pour pouvoir aller encore plus vite. Ok. Et du coup, ton site, si je comprends bien, il serait dispo et il pourrait recevoir des commandes à partir de début 2023, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ok. Dans l'idéal. Je vais essayer de le faire directement après la campagne, mais il y aura je pense qu'il y aura un délai, mais début 2023, il sera opérationnel, carrément. Et d'ailleurs, il me semble que KissKissBankBank, tu peux le laisser actif après la fin de la campagne officielle, en fait, non? Ouais, ils appellent ça les prolongations. Et c'est hyper pratique parce que c'est vrai que je pense qu'il y a des personnes à la fin de la campagne qui vont se dire « Oh là là, j'ai complètement oublié, où est-ce que je peux précommander ?» Et du coup, je vais voir si je vais pouvoir prolonger cette campagne, si c'est possible, avec KissKiss. Puis ça te permettrait aussi de faire un peu un pont en attendant que ton site soit dispo, quoi. Tout à fait. Ça peut être sympa. Ouais. Je voulais qu'on parle aussi de tout ce qui est lié un petit peu au fait d'être une marque engagée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de DNVB qui choisissent de s'engager parce que ça n'a pas tellement de sens, je pense, aujourd'hui, de créer une boîte sans avoir ces choses en tête. Enfin, ça paraît un peu compliqué. Toi, c'est un truc que tu portais un peu en toi avant de lancer Ouya, ou ça t'est venu en fait en faisant, où tu t'es dit, en fait, je peux pas faire autrement, quoi? Non, en fait, ça m'est venu bien avant, parce que du coup, moi, j'ai une spécialisation en marketing. Donc, j'ai travaillé à l'étranger pour différentes boîtes dans l'industrie de la joaillerie, dans l'industrie du café, dans l'industrie des parfums. Et en fait, donc, je faisais du marketing opérationnel sur des produits donc, très haut de gamme, qui sont très très connus. Et je me disais, c'est fou que ces marques-là, ces groupes, aient des budgets marketing astronomiques, mais ne prennent pas en considération aujourd'hui encore assez l'impact que leurs produits et leur entreprise a sur l'environnement et sur la santé des utilisateurs. Et du coup, donc, c'est
vraiment à la fin de mes études, quand j'étais en stage, je faisais mon stage dans un grand groupe de cosmétiques. C'est là où je me suis dit, bon, les missions sont cool, les produits sont géniaux, mais par contre, c'est plus possible, c'est vraiment plus possible. Et du coup, en fait, je me sentais mal d'élaborer des stratégies sur des produits aussi connus et aussi aimés par le grand public, et en me disant, bah en fait, c'est pas si clean que ça, il y a un réel impact, et du coup, pour que ces choses-là changent dans ces grandes entreprises, ça va prendre du temps. Ouais. Alors pourquoi pas, en tant que toute petite marque, pouvoir vraiment essayer d'aller plus vite qu'eux et pouvoir proposer une solution dès maintenant. Bon, dès maintenant, ça a pris 2 ans, mais... Ouais, forcément. Mais je trouve ça dingue, tu vois, que ces grands groupes, et tu le vois dans le secteur des cosmétiques, mais tu vois ça aussi dans la food, dans le textile, évidemment, tu vois ça partout, en fait. Tu as des grands groupes qui ont en fait, une force de frappe financière monstrueuse, qui savent très bien, tu vois, que c'est ça les enjeux, et que même si leurs consommateurs continuent d'acheter chez eux, ils le feront peut-être pas très longtemps si c'est comme ça, et ils comprennent pas, ou en tout cas ils s'adaptent pas, qu'il faut changer tout ça, et éventuellement ils vont faire des petits ajustements marketing qui sont peut-être un peu du greenwashing, mais en vrai ils changent pas, et ça je trouve que c'est un peu irrationnel, parce que même s'il y a un coût de changer, Oui. s'ils changent pas, bah, ils vont se faire remplacer par les marques comme la tienne qui elles apportent ce changement, tu vois. En fait, les marques comme la tienne, c'est celles qui seront dispo demain en distrib, parce que c'est ce que les gens veulent, en fait, in fine. Tout à fait. Ouais, il y a vraiment un changement au niveau des consciences. Et en fait, ces marques-là, elles sont conscientes de l'enjeu qu'il y a. Mais pour développer un produit à l'intérieur d'un grand groupe, ça prend plus que 2 ans, parce qu'il y a beaucoup d'équipes, enfin il y a énormément d'équipes, il y a énormément de personnes, d'intermédiaires, il y a énormément d'allers-retours. Donc en fait... c'est la décision qui est longue. La décision qui est longue, et même la R&D. La R&D, ça prend énormément de temps. Là, moi, la R&D, je l'ai testé... j'ai testé les produits sur moi, j'ai demandé à des amis de venir les tester, et ça allait très 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 vite. Ouais. Alors que Ils pourraient pas être aussi agiles que toi, en fait. Non, il y a des process à respecter, et du coup c'est hyper compliqué, mais je pense que dans un futur proche, ça va aller crescendo. Mais en tout cas, c'est vrai que ça prend du temps, et en tout cas, quand j'étais en stage en 2020 dans un groupe de cosmétiques, il n'y avait vraiment pas de projet RSE en termes de... Enfin, sur les marques sur lesquelles je travaille. En 2020, ça paraît complètement dingue. Ouais. 2019 même. C'était 2019-2020. Finalement, en fait, peut-être que leur stratégie, c'est de se dire que qu'ils font pas cet effort-là, ou plutôt qu'ils vont pas initier cet effort-là, et qu'ils se contenteront de racheter des marques comme la tienne qui auront pris ce risque à leur place, tu vois. Parce que forcément, il y en a qui vont le faire. Donc c'est peut-être plus confortable de se dire on choisit le champion et on le rachète, plutôt qu'on va aller se casser les pieds à faire l'effort nous-mêmes, quoi. Si les gens sont prêts à le faire pour nous. Mais je pense que c'est une bonne stratégie en soi. Ouais, mais ça veut dire que... Après, on peut pas leur demander d'être hyper vertueux mais oui, non, effectivement. Non, mais il y a une transition qui est en train de se faire, mais la transition, en tout cas, prendra du temps. Ça, c'est certain. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de petites marques, et je pense après le confinement, il y a eu encore plus de petites marques de cosmétiques qui se sont créées, parce qu'il y a vraiment eu une prise de conscience à ce moment-là. Et du coup, ça s'est enchaîné. Et surtout, là, aujourd'hui, je pense que je lance Ouya avec ce concept, mais que peut-être il y a des groupes ou d'autres marques qui travaillent sur un concept qui est complètement similaire. Et d'ailleurs, je pense que sûrement, quand tu vas commencer à être distribué, que ta marque va être bien identifiée par les acteurs, ça semble assez certain qu'ils vont vouloir te copier aussi là-dessus, quoi. Ouais. Oui. Et surtout, en plus, hier, j'étais au téléphone avec une personne de la presse qui me disait... je lui ai pitché Ouya avec les 3 brosses personnalisables. Du coup, elle me dit, mais c'est unique comme concept. C'est vrai que généralement, il y a une formule, une brosse. Ensuite, il y a le flacon en verre avec la recharge. Enfin, vraiment, tout le concept. Et elle me disait, mademoiselle, j'espère que vous avez breveté l'idée. Pour empêcher les autres d'être vertueux. Tout à fait. Mais sachant que, en fait, c'est un concept innovant et non pas une innovation, parce que j'ai détourné l'utilisation d'un produit. J'ai pas inventé le mascara. J'ai réinventé le mascara avec Ouya,
Du coup, je disais que non, c'est pas breveté. Et puis, tant mieux si d'autres personnes proposent cette solution, parce qu'il y a déjà, comme je te disais, il y a une personne sur deux qui réutilise déjà sa brosse, donc qu'on arrête de les jeter pour rien, quoi. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu disais sur ce chiffre d'une personne sur deux et ton sondage, c'est que, en fait, les gens, quelque part, les consommateurs ont un comportement qui est en grande partie déterminé par les produits qu'on leur fournit. Et parce qu'en fait, tu vois, si tu leur proposes ce que toi tu proposes avec Ouya, ils vont être super contents de le faire parce qu'ils vont se dire ah bah oui, effectivement, c'est beaucoup plus vertueux. Mais si, comme aujourd'hui, ils ont moins cette proposition, bah, ils vont pas penser à le faire. Et du coup, je trouve que une fois que tu as compris ça, tu mesures à quel point la responsabilité des entreprises elle est énorme, parce que c'est toi qui va donner les moyens aux gens d'avoir des comportements vertueux. Et alors tu vas forcément avoir des personnes qui sont très engagées, qui vont pas attendre les entreprises pour le faire, mais je pense que pour le gros des consommateurs, on n'est pas forcément à ce niveau-là, tu vois, d'engagement, et donc on se comporte d'un peu dans les limites de ce que nos conditions matérielles nous permettent de faire, quoi. Tout à fait. Et donc là, en tant que marque, tu peux vraiment changer, j'allais dire changer le monde, c'est peut-être un peu excessif, mais tu peux changer le monde, en tout cas sur ton secteur à toi, en disant bah moi je mets sur le marché ce truc-là, quoi. Tout à fait. Et alors du coup, là, on parle beaucoup du B2C. Ouais. Mais par contre, au niveau du B2B, ça me fait penser que j'ai rencontré, je sais pas comment on peut dire ça, du coup, au travers d'Instagram, des make-up artistes. Et en fait, moi, je suis pas du tout dans... Enfin, je savais absolument pas comment les make-up artistes utilisaient le mascara. Donc quand j'ai réalisé mon étude de marché, j'en ai sondé pas mal. Et hier, je discutais avec une personne qui est du coup qui est maquilleuse professionnelle et qui me disait, mais en fait, les make-up artistes, pour maquiller les personnes, elles n'utilisent pas la même brosse de mascara. Elles utilisent des brosses de mascara qui sont jetables. Donc en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles enlèvent la brosse du mascara, elles prennent des brosses jetables et hop, elles les utilisent sur les cils. Et là, elle me disait, mais le fait que tu proposes une brosse qui se lave, enfin que tu puisses laver, réutiliser, mais c'est vraiment la solution à notre problème, entre guillemets, parce que ça éviterait, là pour le coup, beaucoup de brosses de mascara qui sont à usage unique, juste côté make-up artist. Donc il y a les personnes qui se maquillent, qui ont leur flacon de mascara et qui vont la réutiliser pendant 3 mois. Et t'as aussi en B2B les make-up artistes qui ont ce problème-là. Et je trouve ça dingue, tu vois, qu'il n'y ait pas de marque qui ait proposé ce concept-là avant. Bah ouais, c'est curieux. Et puis, mais ça montre aussi qu'ils ont peut-être pas... tu vois, en fait, le truc fonctionne. T'es pas obligé de te creuser la tête, quoi. C'est ça, finalement, la leçon, tu vois. Complètement. Mais c'est ce qui permet aussi l'innovation, parce que souvent, tu vois... moi, c'est dans le monde du logiciel que je trouve ça impressionnant. C'est que t'as toujours des nouveaux logiciels qui arrivent pour faire des trucs qui existaient déjà. Par exemple, tu prends nous le logiciel qu'on utilise pour surveiller notre trésorerie, tu vois. Okay. C'est un truc français qui est assez récent, donc qui a 4-5 ans, qui a bien cartonné ces dernières années. Et même ça marche vraiment super bien pour eux, tu vois. Ils ont pris tout le marché. Et en fait, c'est un marché qui existait déjà, mais qui était fait un peu différemment, en fait. C'est-à-dire que ceux qui étaient là avant, ils étaient moins... disons qu'ils sont arrivés il y a une vingtaine d'années, je pense, à peu près. Ils ont fait un truc qui était bien à l'époque, et ils ont oublié d'intégrer des trucs qui aujourd'hui sont indispensables, comme le fait que ton logiciel de trésorerie soit intégré directement à ta banque, tu vois, pour pas que tu aies besoin d'aller chercher l'info. Et en fait, comme ils n'ont pas fait ces trucs-là qui aujourd'hui deviennent vraiment non seulement cool, mais même indispensables, bah, tu vois, ils se sont juste dit, je pense, c'est bon, ça marche, on se prend pas la tête là-dessus. Ils ont pas fait l'effort de tester leur marché. Et finalement, bah, quelqu'un est arrivé et s'est dit, mais attends, pourquoi il n'y a pas ça? Et hop, il l'a créé, tu vois. Okay. Et en fait, c'est un peu comme, je pense que ce qui t'est arrivé là avec ces boîtes qui ne se sont pas rendues compte que tout le monde en avait besoin, c'est qu'elles devaient avoir des trucs qui tournaient, des super chiffres et tout. Et elles se sont dit, ok, pourquoi on se prendrait la tête à faire du R&D sur nos produits mascara qui marchent déjà super bien, alors qu'à côté, je sais pas, il y a d'autres marchés qu'on pourrait aller explorer. Et en fait, ça fait que bah, finalement, tu peux arriver toi avec Ouya et faire un travail que eux n'ont pas eu
la présence d'esprit de faire, quoi. Totalement. Bon, désolé, c'était un développement très long, mais Non, mais hyper intéressant. je trouve que ça se voit un peu partout, quoi, mais beaucoup sur le logiciel, du coup. Hyper intéressant. Non, mais je vois le lien. Mais par contre, tu vois, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu l'idée avant? Ça se répercute aussi dans le fait où, quand j'ai contacté des futurs partenaires, enfin des potentiels futurs partenaires qui ne sont aujourd'hui pas mes partenaires, je te disais au début que je me suis prise plein de portes et du coup je me suis remise en question un nombre incalculable de fois où je me disais mais peut-être qu'ils ont raison et que c'est pas possible et que plein de gens y ont déjà pensé et que je pense que je vais révolutionner l'industrie, mais non. Et en fait ces personnes-là me disaient mais qui va réutiliser sa brosse? C'est pas possible parce que le packaging d'un mascara c'est trop complexe, etc. Vous allez avoir besoin de centaines de milliers d'euros pour investir en R&D. Et en fait, tu vois, je pense que c'est juste le fait de moi être tellement limitée. Comme j'étais tellement limitée dans mes moyens financiers, que je me suis dit, ok, il va falloir que je fasse avec de l'existant. Et comment, avec de l'existant, je peux créer ce concept que j'ai en tête. Et voilà. Mais en tout cas, je pense que peut-être qu'ils y ont pensé et qu'ils se sont dit, mais peut-être que personne ne la réutilise cette brosse et qu'ils ne sont pas allés sonder les utilisateurs et utilisatrices de mascara, à mon avis. Bah, c'est possible. Hein. C'est vrai que finalement, il y a plein de produits qu'on utilise tous les jours pour lesquels on n'est jamais sondé, quoi. Complètement. Donc, Complètement. Puis c'est des produits, le mascara c'est un peu un indispensable en maquillage. Généralement, une personne qui se maquille très légèrement va mettre un petit coup de mascara et c'est vraiment un produit que beaucoup de gens utilisent. Et du coup, ça fonctionne. Donc pourquoi le changer aujourd'hui? Ouais, non, clairement. Bah écoute, bien vu de ta part d'avoir vu ça. Merci. Et on parlait un peu de financement. Est-ce que toi, tu envisages peut-être des levées de fonds pour tous les différents trucs qu'on a évoqués, comme le fait de recruter, qui forcément peuvent induire des coûts assez importants? Oui, je pense qu'on pourra en rediscuter en 2023 quand j'aurai vraiment les idées plus claires, parce que là, je suis vraiment complètement focus sur la première production de Ouya. Et ensuite, pour le reste... Je pense que développer une marque de cosmétiques, au vu il y a des quantités minimum à produire, il y a du développement produit qui coûte extrêmement cher, il y a des tests réglementaires, il y a des tests cliniques à chaque fois. Du coup, c'est sûr que je vais avoir besoin de fonds à un moment donné et je verrai si c'est levée de fonds ou si c'est par un prêt bancaire. De fait, aujourd'hui en France, t'as tellement de choses qui existent, t'as aussi beaucoup de subventions et... Moi, je connais pas très bien ton secteur, mais j'imagine que, en plus, avec le côté éthique, tu dois avoir des financements qui sont dédiés. Ça doit être des trucs. Ouais, il y a pas mal de choses. Donc, c'est chouette. Et bah, écoute, on en reparle avec plaisir dans quelques mois. Un petit mot de la fin, si tu regardes un peu dans le rétroviseur, tu vois ce que tu as fait sur les 2 dernières années. T'as fait un travail de fou, parce que là t'arrives à un stade où t'es vraiment en train de lancer et de mettre sur le marché Ouya. Est-ce que t'as des trucs où tu te dis là en fait je me rendais pas compte quand j'ai commencé, mais j'aurais vraiment dû faire autrement, et en gros si tu devais là faire un brief à la Johanna de 2020, tu vois, qui était en plein confinement en train de se dire qu'il y a peut-être un truc à faire, qu'est-ce que tu lui dirais? En mode un peu hors de mission, tu vois. Ouais. Bah non, si c'était à refaire, je referais, je pense, tout de la même manière. J'ai aucun regret, comme je t'ai dit, j'ai vraiment voulu développer Ouya sans avoir de regrets. Alors je te cache pas que des erreurs, mais je sais pas le nombre d'erreurs que j'ai pu faire, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup pleuré et puis aujourd'hui tout va bien, jusqu'à le prochain problème. Mais en tout cas, en fait, moi, le seul truc qui me frustre aujourd'hui, c'est d'avoir douté et d'avoir hésité tellement de fois à me dire mais peut-être que je devrais juste ne pas me lancer dans ça, parce qu'il y a des experts du secteur qui me disent que c'est pas viable, que ce sera pas réalisable. Et donc du coup je me suis remise tellement de fois en question, où vraiment j'en dormais pas et je me disais mais est-ce que j'ai fait le bon choix, je viens juste de terminer mes études, est-ce que je prends ce risque, et du coup j'ai eu des gros moments de doute et des gros moments de solitude où je me disais je le fais pas, j'y vais pas, je lance pas, et du coup je regrette aujourd'hui juste cette partie là, parce que j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Bon,
bien évidemment, je ne pouvais pas savoir que ça allait fonctionner et que le laboratoire allait faire un travail exceptionnel pour développer une formule incroyable et que le produit serait top dès sa première version en fait. Ouais. Et du coup, voilà, je regrette juste d'avoir douté et parfois d'avoir peut-être un petit peu perdu mon objectif de départ et de me dire mais Michel qui a 50 ans d'expérience m'a dit que c'était une très très mauvaise idée et que si c'était sa fille il lui aurait dit de ne pas faire ça. Ah, il t'a dit ça, Michel? Ah oui, non mais j'ai eu incroyable. Ah ouais, j'ai eu Michel, j'ai eu Josiane, j'ai eu vraiment toutes les personnes possibles toute la collection des pessimistes. Ah ouais. Et tu vois, j'ai posté sur LinkedIn, j'avais posté un screenshot que j'avais reçu sur Instagram d'une personne qui voulait être très très bienveillante, je pense, qui travaille dans les cosmétiques depuis des années et qui m'avait juste dit en fait je vous conseille de pas le faire, arrêtez là, le faites pas, ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre argent. Et tu vois, quand tu te réveilles et que tu lis un message comme ça, tu dis ok, je connais pas la personne mais elle a l'air d'être quand même assez légitime parce qu'elle me dit qu'elle a de l'expérience. Moi, du haut de mes 6 mois de stage dans un groupe, je me dis peut-être que ces gens-là ont raison. Du coup, je me suis remise beaucoup de fois en question. Mais par contre, je suis trop fière d'avoir persévéré et finalement de ne pas les avoir écoutés. Parce que aujourd'hui, Ouya est créé et se concrétise enfin. Ouais, ça, c'est canon. Et je pense que c'est la grande force des entrepreneurs qui réussissent, c'est de se dire, toi, tu as cet objectif, tu as aussi peut-être un peu l'idéalisme de la jeunesse, tu vois. Et en fait, tu vas continuer alors que tout le monde te dit que c'est mort, que c'est une mauvaise idée, que tous les jours, tu as un problème que tu n'avais pas anticipé qui t'empêche d'avancer, mais tu continues. Et en fait, à force, tu fais sortir cette boîte de terre et là, tu peux dire à toutes les personnes qui t'avaient envoyé ces mauvaises vibes, regardez, c'était possible pourtant. Ouais. Et tu vois, je suis super contente d'avoir été aussi naïve. Je suis juste trop contente. Je pense, je le dis souvent, mais je pense que si quelqu'un m'avait dit ok, je te donne une boule de cristal où tu peux voir tout ce qui va t'arriver pendant le développement de Ouya. Ouais. Je pense que je me serais pas lancée parce qu'il y a eu vraiment des gros rebondissements où je me suis dit mais en fait pourquoi je fais ça, je pourrais très bien être dans un job à plein temps, confortable, je vois pas pourquoi j'essaie de persévérer alors qu'on me met des bâtons dans les roues, qu'il y a une crise économique, qu'il y a des pénuries, qu'il y a le Covid, il y a une guerre, il y a eu plein de choses. Vraiment lancer un produit cosmétique ou peut-être un produit tangible de manière générale en 2022, c'est compliqué. Mais voilà, je regrette pas d'avoir eu une très grande naïveté à l'égard de l'entrepreneuriat et à l'égard de l'aventure qui m'attendait. En fait, c'est peut-être ça la qualité à avoir, c'est la naïveté que ça peut le faire et la résilience de garder la naïveté malgré les coups que tu prends. Ouais, je pense. Et là encore, tu vois, je me dis, je suis complètement naïve parce que qu'est-ce qui m'attend après le crowdfunding? Et je veux pas savoir, tu vois, je veux découvrir en temps et en heure pour pas être spoilé, mais ouais, ça va être cool. Ça va être de mieux en mieux. Écoute, merci beaucoup, Johanna. C'était vraiment hyper intéressant cet échange et ça fait plaisir parce qu'on sent en fait que t'es habité par un truc et que, je sais pas, t'as une bonne onde naturelle, tu vois, donc ça donne confiance dans le fait que tu vas aller assez loin avec Ouya. Merci beaucoup, c'était trop chouette. Merci beaucoup, merci de nous avoir regardés et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!